Pour cette édition de carrière, dans la rubrique Success Story, nous allons refaire le chemin d'un Camerounais qui depuis plusieurs années, des décennies précisément, bâtit sa réputation, marque son époque et surtout montre son engagement pour sa communauté. Sa passion, c'est l'enseignement. Sa détermination, c'est dans l'entrepreneuriat. Parti d'une école primaire il y a quelques années, aujourd'hui, en passant par le secondaire et le supérieur, il est à la tête d'un groupe baptisé Groupe Bilingue La Rosière. Nous allons découvrir maintenant, dans l'entretien portrait qu'il nous accorde, la recette du succès de Anissé Oloazambo, celui que sa communauté baptise le Bamileke de Siméon. Suivons attentivement cette success story. Je m'appelle Tchegwe Jean-Marie. Je suis le vice-principal depuis la création du collège bilingue La Rosière. On s'appelle mon frère, petit frère, grand frère. Ce n'est plus patron. Vraiment parce que je ne peux pas faire 27 ans sans avoir des rapports liés. Comme il aime bien le dire, on m'appelle Bamileke de Siméon. C'est une personne sociale qui est prête à écouter vos problèmes. Je lui souhaite toujours bonheur, bonne vie, qui continue toujours à œuvrer comme il a fait là. En tant qu'époux, il est aussi à féliciter parce que si nous nous retrouvons là où nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous nous sommes beaucoup épaulés. Si je devais souhaiter quelque chose pour ce qu'il vive longtemps et qu'il voit les enfants de ses enfants évoluer. Je m'appelle donc Anissé Oloazambo. Je suis né ici il y a une soixantaine d'années. Ma mère était couturière. Mon père fut l'un des premiers gendarmes avant l'indépendance. Mon père était un peu plus doux, très diplomate, mais ma mère était très sévère. À l'époque, pour faire la première communion, il fallait répondre à 20 questions. Nous sommes dans les années 63, j'ai pu répondre qu'à 9 questions. J'ai raté donc l'examen de première communion. Quand je suis donc rentré, il y a une mamie qu'on appelle Anéon de Mikion. Ma mère a retourné ses pointes, elle m'a mis les genoux là. J'étais en train de réciter le chapelet en disant je ne veux plus rater un examen. Et ça fait que l'année qui suivait, non seulement j'ai répondu très vite aux 15 questions pour l'examen de la première communion, mais j'ai encore raté un examen qu'au bac. J'ai fréquenté l'école de la mission catholique de Mvolié. Comme à l'époque, tous les enfants d'ici allaient en Mvolié. Il n'y avait que 2 écoles publiques, Biémassi et Flint, mais la majorité optait pour Mvolié. Après l'école maternelle, on a traversé l'autre côté en Mvolié pour faire donc la CIL. Moi, je ne fais pas le cours préparatoire. Pourquoi? Parce que à la CIL, les 5 premiers allaient directement au cours élémentaire 1. Quand j'arrive au cours moyen 2, je fais donc le concours d'entrée au petit séminaire. Malheureusement, en cas de 5e, il y a eu ce qu'il y a eu, on m'a renvoyé du petit séminaire. Quand on me renvoie donc, ma mère et mon père, le dimanche soir, ils m'appellent. Comme tu n'as pas voulu devenir prêtre comme nous le souhaitions, mon père me dit, vous n'avez que 2 choses. Soit vous devenez menuisier ou mécanicien. Je me suis dit, menuisier, c'est la poudre. Mécanicien, on va quand même conduire une voiture. J'ai donc commencé à apprendre la mécanique. Entre-temps, j'allais souvent vendre du bois en Guaquel. Et un jour, je vois le 16 Yaoundé, je vais là-bas, alors je vois qu'il y a le concours d'entrée en 4e. Mais il fallait un timbre de 100 francs. Le timbre fiscal, c'était 100 francs. Je ne savais pas comment je peux faire pour avoir 100 francs. Il fallait donc que quand je vends du bois à 100 francs, j'enlève 20 francs, je mens à ma mère que j'ai vendu à 80 francs. Jusqu'à ce que j'ai eu des 100 francs, j'ai acheté un timbre. Le jour même où j'allais faire le concours d'entrée en 4e, j'ai vendu du bois et j'ai menti à ma mère que je vais au travail parce que j'avais déjà commencé par prendre la mécanique. Quelque temps après, le concours sort. Je suis admis en classe de 4e.
Quand je dis à ma mère que je viens de réussir un concours dans ce collège-ci, elle n'y croyait pas. Et là, quand j'ai réussi mon concours d'entrée en 4e, j'ai une bourse. C'est comme ça donc que, avec ma bourse de 9 000 francs par trimestre, 3 000 francs par mois, ça aidait aussi, et la famille et les autres petits frères. Lorsque j'ai eu le BPC, on devait nous transférer au lycée technique de Douala. Mais à Douala, moi, j'avais personne. Et à tout hasard, un monsieur ici, en Balmayo, est venu ouvrir un collège qui s'appelle le collège Ndjilo. C'est comme ça que je vais au collège Ndjilo. Je fais le probatoire G2. Après, je fais le bac G2 et je rate. Entre-temps, ma sœur aînée, qui était religieuse, m'a trouvé un correspondant en Belgique avec qui je correspondais. Il me dit, moi, je peux te faire venir à Bruxelles. C'est comme ça donc que mon correspondant me fait partir à Bruxelles. J'ai eu une école, l'Institut Saint-Boniface Parnasse, où je devais faire le baccalauréat, série commerciale. Mais en Belgique, ce n'est pas la même chose. Il fallait faire le néerlandais, l'allemand, la sténographie, la dactylographie qu'on n'avait pas fait en G2. Donc, ça a fait donc que j'ai dû reprendre encore la terminale. Parce que si tu ne fais pas ça, le roi de Belge n'homologue pas ton diplôme. J'ai donc le bac. Maintenant, je voudrais aller à l'Institut des études commerciales, HEC. Je commence l'école. Mais les mathématiques financières, ce n'est pas mon dada. Un samedi après-midi, je prends le métro. C'est comme ça que j'arrive à l'université de Bruxelles. Je commence à lire les programmes. Et il y a 3 filières qui m'intéressent. Il y a le droit qui m'intéresse, le journalisme, les sciences politiques et la diplomatie. Lundi matin, je décide à changer de cap. Je ne veux plus à l'Institut des études commerciales. Parce qu'avec mon diplôme d'excès aux universités européennes, dans toutes les universités européennes de langue française où je devais aller, la Belgique devait payer, c'est-à-dire j'étais boursier du ministère belge de l'éducation. Et moi, je veux devenir ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Ça m'intéresse ces études-là. Je me plonge là-dedans et je garde toujours la bourse, donc jusqu'au 3e siècle, doctorat 3e siècle. Entre-temps, je fais aussi le droit international de l'air et la mer. Le 1er juillet 1977, je devais être rapatrié. Je ne savais plus me prendre en charge. Je n'avais plus les moyens de ma politique. Entre-temps, quand j'allais à l'école, je rencontrais un compatriote. Lui, c'était sa tante qui l'avait amené en Belgique. Sa tante était secrétaire dactylographe de l'ambassadeur Nkwa Etungu, qui était ambassadeur à Bruxelles. J'ai donc noué les relations avec cet ami. Et en ce temps-là, il est venu me voir au foyer. Il a aussi demandé que j'allais voir chez eux. Donc j'allais donc chez eux. Et puis un jour, pendant les congés de Pâques, on a fini de manger, j'ai demandé à sa tante que, est-ce que comme je suis tout seul, le seul Africain au foyer Livingston là-bas, je vais passer les vacances avec vous. Elle dit, il n'y a pas de problème, tu as ton ami, il peut t'héberger. Et puis vous pouvez partager le même lit, la même chambre. C'est comme ça que le 28 juin 1977, 28 juin, je demande à mon ami de venir, on a joué au ping-pong, on a mangé, je lui ai donné, moi je n'avais pas grand-chose, petit sac, j'ai mis toutes mes petites choses. C'est comme ça donc que le premier, d'après ce qu'on m'a raconté, à 5h du matin, 6h, la police était déjà là pour me chercher. Jusqu'à 9h, on ne me voit pas descendre déjeuner. Ils sont montés, ils trouvent la porte fermée. Ça dit, mais non, il a laissé la clé hier disant qu'il va au supermarché. On prend la clé, on ouvre, on trouve que ma petite valise qui avait pris. J'étais donc devenu le wanted. Un jour, un dimanche, on avait fini de manger. Je suis très éclairé.
Mon ami était sorti. Je demande donc à sa tante, est-ce que tu peux me faire une lettre comme quoi c'est vous qui êtes ma tutrice ici à Bruxelles? Elle dit non, rédige la lettre, je vais saisir, si l'ambassadeur accepte de signer, pas de problème. C'est comme ça que je rédige la lettre, elle va saisir, l'ambassadeur signe, c'est comme ça donc que je vais à la commune pour renouveler ma carte de séjour. Quand j'arrive, en 77, je trouve une jeune fille comme vous qui regarde sa machine. Donc elle avait déjà les ordinateurs. On se rend compte que je suis un recherché, on va titre. Il me donne quand même des papiers pour remplir, mais c'était pour aller appeler là. Je suis en train de remplir. Après, j'entends, allez, suivez-nous. On vous cherche partout dans toute la Belgique. C'est pas là, vous vous cachez, vous vous cachez où? C'était 2 policiers. Ils m'amènent chez l'inspecteur de police. Moi, j'explique à l'inspecteur de police que j'ai eu quelques difficultés de mésentente avec ma tante, qui est ma tutrice ici. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller vivre au foyer. Et on m'amène donc chez l'officier de police. Je montre la lettre signée par l'ambassadeur, que c'est la dame qui est ma tutrice. Et c'est comme ça qu'on me renvoie donc à la commune pour me rétablir la carte de séjour. Quand j'étais en 2e année d'université, mon père meurt. Mon père meurt très tôt à 53 ans. Je n'ai pas pu venir. Ma mère m'envoie une lettre. Dans la lettre, il dit, si vous ne rentrez pas, c'est bien. Mais le jour où vous allez rentrer, vous allez trouver une mot de terre comme celle de votre père. Ah, je commence à prendre conscience. J'envoie donc une demande à la présidente de la République. C'était l'ancien ministre Zambo qui était là. Et un an après, la réponse vient positive, que je dois rentrer. La présidence m'attendait. Et quand je rentre, la place qu'on devait me donner à la présidence n'est plus, parce que c'est un an après. On m'envoie donc au Minat. C'est comme ça que en tant que politologue, je suis donc à la direction des affaires politiques au Minat. On allait à l'école primaire et maternelle bilingue La Rosière. C'est la base de toutes ces institutions-là. C'est la mère nourricière de toutes ces institutions-là. Parce que c'est grâce à cette école primaire et maternelle que nous avons tout ce que vous aurez à découvrir un peu plus dans quelques heures. Quand je regarde tout ça en arrière aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté pour moi-même, pour mon village. Et je me dis que l'homme peut changer la nature. Aujourd'hui que Dieu m'a béni, tu veux t'accrocher. J'ai commencé par presser les blocs de terre. J'ai appelé le village en disant, moi je voulais faire une école. Les gens qui n'ont rien financièrement, qui viennent m'aider. Le premier salle de classe voit le jour en 1992. Mais je suis déçu par mes frères. Parce que le vendredi, là, je n'ai pas eu le temps de rassembler un peu d'argent pour leur donner. Quand le samedi, je viens pour le chantier, ils disent que pas d'argent, chantier mort. Ils n'ont pas travaillé. Le lundi, je me suis battu, c'était une vingtaine de mille, hein. Il fallait donc trouver, donner à chacun quelque chose. J'ai arrêté le chantier. Un jour, on est en réunion, je parle de ça à un ami, il me dit, je connais un gars Bamileke, ceux qui ont fait le centre de calcul de l'université Yaoundé 1. Il est bon, comme il n'a rien à faire, je crois qu'il peut vous aider. Je dis, mais fais-moi venir ce jeune homme,
Le jeune homme arrive, je lui dis, moi je n'ai pas d'argent. Mais je voudrais quand même que si vous m'aidiez à monter le bloc de terre qui sont là. C'est comme ça qu'on commence doucement. D'abord, pour construire ça, j'avais une petite starlette. J'allais acheter souvent les fers à Olédoire. Alors quand je mettais ça, derrière la machin, ça traînait et ça faisait du bruit les samedis matins. Je faisais ça comme astronomie, le Bamileke de Simeon. On dit le Bamileke de Simeon, il dérange les gens avec le bruit. Bon, comme je n'avais pas l'argent pour acheter le gravier, je l'ai cherché la latérite, on construisait le camp Sigmundon. Je mettais dans le sac mandoc la latérite, on a mis la latérite ici, on lavait, c'est avec ça que je coulais les poteaux. Parce que je n'avais pas l'argent pour acheter le gravier. Et après, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, je coulais les poteaux avec ce qu'on appelle le tout venant. J'ai trouvé du boulot, ma vie a changé. Tu m'avais minimisé, tu m'as vu en cadavre. Aujourd'hui que Dieu m'a élevé, tu veux faire semblant de m'aimer. Tu étais où quand j'étais dans la galère? Tu étais où quand j'étais dans la misère? On a réussi à faire les premiers salles de bateau. Je demande l'autorisation au ministre Bélan Mbappé. Il me dit il n'y a pas de problème. Il me donne l'autorisation d'ouverture des maternelles. Et à la maternelle, il n'y a que 6 élèves. Mes 2 enfants et 4 élèves de l'Ouest. Je suis découragé. Il y a même des amis et des frères qui me disent non, il faut faire des restaurants. L'école ici au village, ça ne va rien donner. Bon, évidemment, moi je voulais une école. C'est comme ça que je demande aussi aux 4 parents si on peut ouvrir une école primaire. Comme les enfants sont déjà en moyenne section et en grande section. Pour ouvrir une école primaire, c'est facile, non? Voilà. Je demande l'autorisation de l'école primaire, comme on donne en 94, je crois bien. La maternelle est à 40 000. Les primaires, c'est 30 000. Et c'est comme ça donc que je fais moi-même du porte-à-porte jusqu'à Biyamassi là-bas, à Monté-Jouvence. Si vous n'êtes pas là, je glisse sous votre porte. Et c'est comme ça donc que on ouvre l'école primaire, on se retrouve au Koumaïn 2 avec 20 élèves et on présente au CP les 20 élèves, tous réussissent. Et les gens commencent à dire ah, la Rosière. Et l'année qui suivait donc, on se retrouve avec 300 élèves. Oui. Et je suis donc obligé de continuer, d'agrandir. Laisse couler le temps, contente-toi de travailler. Car au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Quand les temps sont durs, il n'y a personne pour t'acclamer. Reste concentré, ne baisse jamais les bras. Si Dieu m'a béni, qu'est-ce qui m'arrêtera? C'est une question de temps, sinon où m'en va sortir. J'ai déjà l'école primaire. Maintenant, ça donne. Je dis, mais je ne peux pas m'arrêter à ce bon chemin. Je demande à mes oncles d'acheter le terrain pour le collège. Ils me disent oui, mais après ils vendent à d'autres personnes. C'est comme ça donc que je cherche de chercher le terrain chez les Morada. Au rond-point là-bas, je trouve quand même des mamans là-bas, 2 mamans, qui acceptent de me vendre le terrain. Mais je n'ai pas de l'argent. J'ai 400 000. Je viens de gagner la cotisation. J'amène ça là-bas et je leur donne. Ils acceptent, on va déficher. L'année qui suivait, je peux quand même déjà faire presser les parpaings. On n'est plus au bloc de terre là, on passe au parpaing maintenant. C'est comme ça, on presse les parpaings, on les monte un peu. Je n'ai pas de l'argent. Les travaux s'arrêtent. Alors il me fallait 1 million de francs. Personne ne m'a donné 1 million. Et là, je suis déjà dans la cotisation avec les gars Bamileke. Et nous avons un jeune homme, un monsieur, le commissaire de Flaine, il s'appelait Pangop. Alors Pangop leur dit, si c'est nous en pays Bamileke, un homme comme ça, nous on l'aide. Alors Pangop dit, nous on va vous aider, vous prenez la cotisation avant. Mais il impose à chaque membre de donner même 10 000, 5 000 pour que je puisse avancer. J'ai eu même des problèmes parce que là-bas,
Quand je veux continuer à acheter le terrain, on refuse. Je passe donc par d'autres astuces. Je demande à mon principal d'aller dire à ces vendeurs de terrain, à ces mamans-là, que eux, ils voudraient un peu de terrain pour construire leur maison, parce que le patron que je suis est très méchant. On ne sait même pas, peut-être qu'il va nous renvoyer demain et tout machin. C'est comme ça que mon principal, je lui donne un peu d'argent. Il achète. Et mon vice-principal, qui est un gars américain, je lui donne un peu d'argent, il achète plus bas. Et moi, je l'achète chez eux. Et quand les gens se sont rendus compte, ils n'étaient pas contents parce qu'ils ont rendu compte. C'est comme ça donc on a élargi le collège à 7000 m². Et puis maintenant, avant de faire le collège, je fais les cours du soir. Je fais d'abord les cours du soir en 3e. On présente 30 au BPC. On a tous les 30 qui réussissent. Après, j'ai donc l'ouverture du collège, le premier cycle. Nous sommes en 97. Le second cycle en 98. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. J'ai acheté le terrain du supérieur pendant 5 ans. Parce que je n'avais jamais eu un prêt bancaire. C'est l'école primaire et le collège qui achètent d'abord et qui construisent. Je suis marié, père de 4 enfants. Nous avons essayé, mon épouse et moi-même, d'élever nos enfants, non seulement dans la quantité, mais de bien les éduquer surtout. D'abord, il n'y avait pas de télévision de lundi à vendredi. La télévision, on l'avait que samedi après-midi et dimanche, 18h. Qu'est-ce que je faisais souvent avec mes enfants? Tous les jours, sauf les dimanches, à 5h du matin, je les réveille. On prie et chacun va dans ses cahiers. Et j'avais aussi interdit à mes enfants de dire, que ce soit à l'école primaire ou au collège, qui sont les enfants du fondateur à l'époque et du président fondateur maintenant. Interdit. C'est une façon de les montrer que non seulement la vie n'est pas facile, mais il faut travailler. Parce qu'il y a rien qui paie que le travail. Monsieur Oloa, c'est mon époux. Comme vous avez pu le constater, un monsieur très entreprenant et très à fond. Parce que quand il commence, il faut aller jusqu'au bout. Ça n'a pas été très facile pour elle. Parce que moi, je lui avais dit, mon ami, vous venez épouser quelqu'un de famille très modeste. Mais je pense que si vous souffrez, que nous souffrions ensemble et que nous construisions ensemble, plus tard, nous pourrons, n'est-ce pas, tous les deux, avoir les fruits du travail bien fait. Elle m'a bien supporté et je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas penser qu'elle regrette. Tel un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Lorsque j'étais déjà en licence, je faisais déjà des piges dans ce qu'on appelle à l'époque la Libre Belgique. Voici d'ailleurs voici mon dernier bouquin qui est publié. Voici mes bouquins. Bon, l'autre, le 4e n'est pas là, c'est épuisé. Donc ça c'est l'intégration africaine. D'ailleurs, le président Paul Biya m'a envoyé une lettre de félicitations et d'encouragement pour celui-ci. Donc, mes sujets sont souvent des sujets de recherche. Actuellement, je suis sur un bouquin où je pose la problématique. L'homme et la richesse, tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un est riche, il a comme une impression que les autres, Dieu ne devait pas les créer. Vous allez aussi vous rendre compte
il est très très difficile de rencontrer un homme riche, dans le sens stricto sensus, rencontrer un homme riche qui allie la richesse à la modestie. Je n'accorde pas beaucoup d'importance aux hommes comme au prix, aux distinctions honorifiques, parce que je me dis que l'État, la nation, le gouvernement doit reconnaître les gens qui travaillent. Je n'ai pas besoin, moi, de demander une distinction. Si les gens trouvent qu'on peut m'en donner, on donne. Si on ne trouve pas, il n'y a pas de problème. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en compagnie de monsieur Anissé Oloazambo. Il est le président fondateur du groupe La Rosière et nous sommes précisément ici à l'Institut supérieur La Rosière. Alors j'ai une question, monsieur Anissé Oloazambo. Pourquoi La Rosière? Pourquoi ce nom-là? La Rosière, tout simplement, pourquoi? Parce que La Rosière, c'est la jeune fille vierge qui porte une rose et qui l'offre au pape. Quelles sont les leçons qu'on peut retenir de ce riche parcours qui est le vôtre? Chacun d'entre nous a son destin. Tout à fait. Aujourd'hui, les choses tendent à changer. Avec les bouleversements, les changements, que ce soit climatiques, idéologiques, physiologiques et autres. Donc, on vit à une sorte de symbolique où les gens de certain âge regardent l'ancienne époque. Bon, là, on se retrouve à mi-chemin et à mi-parcours entre les vieux qu'on a pour appeler la gérontocratie et les jeunes d'aujourd'hui qui sont les androïdes. Il faudrait que nous, les gens d'un certain âge, nous apprenions à nous adapter à la nouvelle donne. Quelles sont les valeurs qui, de manière générale, encadrent votre vie? J'ai eu une éducation chrétienne. Je suis moi-même un ancien séminariste. Ça fait que j'ai gardé certaines mœurs. Par exemple, il faut penser qu'il faut prier Dieu, que Dieu doit être au centre de tout. Deuxièmement, il faut avoir l'amour du prochain. Donc, je crois que toutes ces valeurs, il faut les garder en soi. La valeur du travail, la valeur de l'amour du prochain, la valeur de la réussite. Quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes-là? Pour terminer, qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi votre mot de fin à l'endroit des jeunes de manière générale? De manière générale, je demande aux jeunes, le travail, se fixer un objectif et ne jamais se décourager. Monsieur Anissé Oloazambo, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons passé une belle journée en votre compagnie et on vous souhaite une bonne continuation pour la suite de belles œuvres que vous réalisez aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. J'ai été aussi heureux de constater que les jeunes de votre équipe ont l'ardeur, l'amour du travail et vous avez fait le travail bien fait. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Okay.